Bonjour tout le monde, bienvenue dans la saison 2 du Coup de Bigot, le podcast qui réconcilie les managers avec le management. Merci pour votre fidélité pendant la première saison. On lance la deuxième saison qui sera davantage orientée sur du collectif. Notre objectif, ça reste de vous fournir le maximum de cas concrets que vous puissiez réutiliser avec des outils activables qui correspondent à vos propres problématiques managériales au quotidien. Vous avez été nombreux à nous dire que ça correspondait exactement à vos attentes sur la saison 1. On espère que dans cette nouvelle saison, on aura à nouveau des cas qui vont vous servir beaucoup et qui seront très utiles au quotidien. Donc, je suis Yannick Bigot, fondateur de N48 Conseil, sociologue de formation, et j'espère que cette saison va vous plaire. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Coup de Bigot. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier. On ne reçoit pas un manager pour parler de ses problématiques, mais on reçoit un expert pour nous aider à mieux comprendre les sujets managériaux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume de Champbenoît. Bonjour Guillaume. Bonjour Yannick, comment ça va? Ça va très bien et toi? Très bien. D'habitude, c'est plutôt moi qui comment ça va, mais là Désolé, pardon. C'est magnifique, non, ça va très bien. Guillaume, est-ce que tu nous dirais en 2-3 mots qui tu es, et après je vais expliquer pourquoi tu es là? Très bien, je m'appelle Guillaume. Mon travail est d'accompagner les organisations, donc à un niveau un peu plus haut. Donc moi, mon travail, c'est de voir comment une organisation fonctionne. D'où est-ce que je viens? Moi, à la base, je viens de la biologie, de la biotechnologie, génétique. Après, j'ai fait des sciences cognitives, des neurosciences. Et après, j'étais artiste chorégraphe pendant quelques temps. Je suis devenu un peu plus dans une partie un peu plus designer. Après, j'ai accompagné sur des thématiques de management d'innovation, sur l'organisation. Et aujourd'hui, je me concentre sur le management des expériences et des connaissances. Et mon travail étant de réfléchir à, et si l'entreprise était un cerveau, comment est-ce qu'on structure une entreprise? J'adore. Merci beaucoup. Donc, l'objectif de te recevoir aujourd'hui, c'est un peu de comprendre, on a déjà pas mal traité dans le podcast, dans les autres épisodes, qu'est-ce qui fait qu'une personne fait ce qu'elle fait. On a beaucoup traité ça autour de l'orientation de la sociologie, comment est-ce que l'organisation finalement conditionne une partie des comportements de l'individu, et donc le rôle du manager est clé là-dedans. On a beaucoup échangé déjà avec d'autres participants sur les leviers de motivation d'un individu, comment est-ce que ça agit sur son comportement, les profils de personnalité, etc. Ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'est de voir un peu les deux dimensions, de dire pourquoi est-ce qu'un individu fait ce qu'il fait, comment est-ce qu'il réfléchit, et finalement comment est-ce qu'il pense, et comment est-ce que tout ça est structuré. Donc ça, je pense que tu vas essayer de nous éclairer un peu là-dessus. Et puis la deuxième dimension que tu viens d'évoquer là autour de l'organisation un peu collective, de se dire finalement comment est-ce qu'un groupe réfléchit, comment est-ce que l'intelligence collective se met en œuvre, et comment est-ce que ça conditionne le fonctionnement de l'entreprise. Et l'idée, c'est que chaque manager puisse ressortir avec des éléments un peu pratiques ou qui se disent comment est-ce que je peux agir là-dessus demain dans mon quotidien avec mes propres équipes. Ça marche? Très bien, très beau programme. Génial, super. Pression, mais on y va. Donc normalement, on a 3 heures devant nous. Ah, génial. C'est bien, j'ai prévu 4 heures. Donc on est marre. Du coup, est-ce que tu nous dirais en 2 mots, peut-être à l'échelle de l'individu, pourquoi une personne fait ce qu'elle fait et comment est-ce que finalement son cerveau joue là-dessus? Tu commencerais par raconter quoi? Moi, je dirais que déjà, on est conditionné. C'est la base. Le cerveau est conditionné par un ensemble de facteurs. Première chose, c'est que finalement, on parle toujours de qu'est-ce qui est né, qu'est-ce qui est acquis. La théorie, moi, celle que je crois, est que finalement, il y a très très peu d'innés, beaucoup d'acquis. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous avez 6 semaines dans le ventre de votre maman, votre cœur bat. Donc, si votre cœur bat, ça veut dire qu'il y a déjà des neurones, ça veut dire qu'il y a déjà des réseaux de neurones, ça veut dire qu'il y a déjà de l'apprentissage qui se met en place. Donc, en fait, finalement, on pense comme on est comme on est, on fait ce qu'on fait, parce qu'en fait, finalement, nous sommes conditionnés par un ensemble d'expériences que nous avons accumulées à travers notre vie, qui fait que le cerveau a une sorte de fonctionnement. Il faut voir le cerveau comme un réseau électrique de plein de routes, comme sur une carte routière, avec des routes un peu plus grandes, des routes un petit peu plus fines. Et du coup, au fur et à mesure du temps, c'est un peu comme si votre cartographie, un peu comme si vous avez une carte de la France dans votre tête, en fait, finalement, se singularise, devient unique, ce qu'on appelle l'hyperspécification de l'individu. Et du coup, ce qui fait que vous avez des tares. C'est un peu comme chaque fois qu'il y a un signal électrique qui rentre dans votre cerveau, ça va prendre un chemin spécifique, et puis chez l'autre, ça va prendre un autre chemin. Donc du coup, voilà, c'est l'expérience en elle-même qui va façonner le cerveau et qui va conditionner nos comportements. Ok, ça veut dire que derrière, moi je dis souvent aux managers que ils ne sont
très responsable du comportement d'un individu parce que à force de répéter une action, ça va devenir un automatisme dans la tête de l'individu. Donc, tu serais plutôt d'accord avec ça. Typiquement, je prends souvent l'exemple de, à force de répondre à la question d'un collaborateur plutôt que de l'aider à réfléchir, finalement, au bout de 1 fois, 2 fois, 50 fois, le collaborateur aura enregistré ça comme étant mécanique et de dire, j'ai une question, je vais aller solliciter mon manager parce que, finalement, s'il avait voulu autre chose, il aurait fonctionné autrement et c'est devenu mécanique. Il ne le fait pas contre le manager ou il ne le fait pas volontairement, c'est juste qu'on a installé ce nouveau réseau, entre guillemets, qui crée une action automatique. Exactement. C'est un peu comme si, de toute façon, la fonction de l'apprentissage en entreprise, c'est un peu comme si on faisait de l'automatisation de process. Donc, l'apprentissage, c'est j'engage de l'énergie dans quelque chose pour qu'après, ça soit naturel, limite réflexe. Donc, lorsqu'un collaborateur arrive dans une entreprise, il vient déjà avec un set de bagages qu'il a eu dans d'autres entreprises ou de l'école ou quoi que ce soit. Oui. Donc, effectivement, on pourrait dire à l'extrême, si on pousse le bouchon, qu'il y a tout un travail de reformatage pour pouvoir habituer. Donc, du coup, le collaborateur a navigué au sein des règles de l'entreprise qui existent déjà. Et derrière, l'entreprise doit elle aussi s'adapter à un minima. En tout cas, l'entreprise, en tout cas, le management et l'équipe qui manage pour pouvoir adapter un peu plus au comportement de l'utilisateur. Donc, c'est un peu entre les deux, en fait. Reformatage. Mais oui, c'est... Nous sommes dans un podcast sur le management et on parle de reformater. En plus, il se fait naturellement, donc c'est... Alors, quand je vois mon ordinateur que je reformate, pour le coup, il reste pas grand-chose à la machine. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai poussé le curseur un petit peu beaucoup, mais c'est pour donner l'image qu'effectivement, il y a une reconfiguration neuronale qui doit se faire, qui est dépendante par l'environnement qui est en place et qui va se faire de toute façon naturelle, puisque c'est normal, quand vous êtes dans un nouvel environnement, vous allez essayer d'appliquer des mouvements, des comportements que vous aviez avant, qui avait une résultante, une action, un résultat précis. Lorsque vous faites la même chose dans une nouvelle organisation, le résultat n'est pas le même parce que les individus sont différents. Donc, du coup, vous devez adapter votre comportement pour qu'il puisse être efficace et arriver au résultat voulu. Et donc, du coup, c'est pareil, c'est qu'on doit réapprendre aux collaborateurs à s'intégrer dans l'organisation. Toute une démarche, d'où l'importance du onboarding quand on parle. On est d'accord que cette histoire de reformatage, ou en tout cas de s'adapter, d'adapter ses modes de fonctionnement, d'adopter des nouveaux réflexes, c'est quelque chose que n'importe quel individu est capable de faire et que ça fait partie justement de la plasticité, c'est pas facile à dire non plus, la plasticité du cerveau, que justement de s'adapter à ce nouvel environnement. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a des conditions particulières, du coup, qu'il faudrait parce que je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire pour un manager opérationnel sur le terrain. Ça veut pour moi dire 2 choses. Ça veut dire même peut-être 3. 1, ça veut dire que comment est-ce que je capte pendant le processus de recrutement sur une action que le collaborateur va avoir à faire chez moi. Comment est-ce qu'il l'a déjà fait par le passé et du coup, comment est-ce qu'il réfléchit à ce sujet-là? Comment est-ce qu'il pense là-dessus? Ça veut dire, deuxième temps, que le manager doit au moment où le collaborateur arrive et qu'il a mesuré, entre guillemets, cet écart-là, lui expliquer de manière très, finalement, justement, explicite, comment est-ce qu'on pense, comment est-ce qu'on réfléchit dans notre organisation pour que l'autre, justement, comprenne, le nouveau collaborateur comprenne comment est-ce que ça fonctionne et qu'il soit capable de s'ajuster. Et le troisième élément, c'est même de dire comment est-ce qu'il prévient l'équipe que la personne qui arrive a une singularité et une capacité à réfléchir qui est différente de la leur et qu'il va falloir trouver, justement, le juste milieu entre comment est-ce que notre collectif s'adapte à son mode de fonctionnement pour justement s'enrichir de l'autre et en même temps comment l'autre va s'adapter à notre propre mode de fonctionnement. Il y a bien ces 3 trucs à faire du coup. Exactement, ça doit être vraiment un juste milieu. L'exemple qu'on peut donner, alors nous sur un projet on avait travaillé là-dessus, c'était sur l'architecture d'un plateau en mode projet. Un plateau, c'est un plateau physique, c'est exactement. Une équipe projet. Voilà, une équipe projet. Donc l'idée, c'était de dire, dans le projet, c'était de faire tout un set de mobilier déjà préfet. Et en fait, l'équipe choisit quel mobilier ils veulent pour travailler et ils l'agencent comme ils veulent, comme ils s'organisent. Puisque l'environnement conditionne votre façon de travailler. Donc le propre, c'est qu'une équipe puisse concevoir son environnement de travail par rapport à ses habitudes. Donc déjà, ça met en place l'intrigue. Maintenant, la question est qu'est-ce qui se passe quand un nouveau collaborateur arrive dans cet environnement-là? Est-ce qu'on lui impose notre environnement de travail ou est-ce que du coup, il se fait un peu là-dessus? Donc la question était une fois que le nouveau collaborateur de travail arrive, il choisit sa table, il discute avec les autres pour savoir où est-ce qu'il met la table et du coup, il y aura une réorganisation qui va se mettre en place au niveau de l'espace pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc, c'est là où on parle effectivement un peu de discussion et de conversation et d'échange. En fait, on va trouver une sorte alors on parle d'homéostasie, mais aussi c'est une sorte de déséquilibre en fait, c'est un peu une dynamique qui va se mettre en place pour shifter un petit peu cet équilibre pour trouver une autre dimension. Mais si on fait pas ça, le problème c'est que si on impose aux nouveaux collaborateurs qui arrivent, et souvent il arrive parce que on a
besoin de ses compétences, on a besoin de son expertise et on cherche quelque chose de nouveau dans l'entreprise. Donc, s'il arrive et que finalement, il ne peut pas s'exprimer comme on lui a peut-être vendu un peu parfois là-dessus, bah, du coup, il va avoir une frustration, résistance au changement. Et donc, du coup, ça va un peu casser l'organisation. Donc, il faut vraiment trouver ce juste milieu. Le collaborateur doit être d'accord que bon, il vient avec son bagage d'expérience qui va apporter, ok. Mais du coup, il doit aussi un peu s'adapter à une dynamique qui est mise en place. Et en échange, le collectif, et notamment le rôle du manager, va être effectivement de réadapter un minima, de faire des petits shifts, en fait, pour pouvoir que tout le monde puisse se sentir bien. Ok, on va revenir sur qu'est-ce qui crée le processus d'apprentissage et comment est-ce que ça fonctionne, parce qu'il y a plusieurs choses que tu dis et qui m'intéressent, sur lesquelles je voudrais qu'on revienne, sur la notion de sens, sens au sens de... Sens au sens très bon ça. Sensoriel. Exactement, au sens sensoriel, exactement, qui crée finalement l'apprentissage et la nécessité absolue d'une mise en pratique pour avoir justement une expérimentation pour fixer finalement la notion. Donc j'aimerais bien que tu nous éclaires un peu sur ce sujet-là de comment se construit ce processus d'apprentissage et qu'est-ce qui se passe finalement dans notre tête pour que ça fonctionne, parce que beaucoup de managers que je rencontre peuvent dire j'ai beau expliquer finalement quelque chose à quelqu'un, un nouveau collaborateur qui arrive ou un collaborateur de l'équipe, que parfois ils ne comprennent pas ce qu'on est en train de leur expliquer, ils n'arrivent pas à ajuster leur comportement. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui rate entre guillemets, donc c'est intéressant de voir comment est-ce qu'une personne va pouvoir ajuster son comportement, comment est-ce que justement elle réfléchit, elle pense avec cette notion de sensoriel et d'expérience. Est-ce que tu veux bien nous dire 2 mots là-dessus? Alors déjà l'expérience, donc pour moi c'est la chose la plus importante. En fait, ce que j'aime bien dire, c'est que s'il devait avoir un format de fichier dans le cerveau, ça serait un point XP. C'est la seule chose qui compte pour le cerveau, c'est l'expérience en fait qui va être stockée. Le reste, c'est pas que du vent, mais même s'il y a une connaissance qu'on appelle la connaissance transférée, vous allez lire quelque chose, vous allez entendre quelqu'un, elle va rester temporairement, tant qu'elle n'a pas été confrontée à un processus expérimental en fait, validée, critiquée. Elle peut partir aussi vite qu'elle est arrivée. Donc la seule façon de pouvoir ancrer quelque chose sur du long terme, c'est d'être confronté à l'expérience. Donc nous sommes... Ouais, vas-y. En fait, non, mais c'est intéressant, mais je revis ma période scolaire en même temps quand tu es en train de dire ça. Du coup, il y a forcément quelque chose qui, dans le processus scolaire qu'on connaît et qu'on a tous été formatés comme ça, qui est très statique, pour le coup, dans lequel il n'y a pas énormément d'expérience. Donc, il pourrait ne pas en rester grand-chose en réalité. Bah oui, mais quand on regarde, moi, c'est le premier exercice que j'ai fait quand je suis sorti de mon master. C'était, OK, je savais pas quoi faire dans ma vie, j'étais un peu perdu. Et je me suis dit, je vais faire l'état de mes connaissances. Les connaissances au sens académique du terme, on va dire là-dessus. J'ai pris une feuille de papier. Et elle est restée blanche vachement longtemps. Et là, je me suis dit, je sortais d'un Master 2, je suis waouh, c'est quand même intense où je suis incapable de pouvoir sortir des alors que finalement, en l'espace de, enfin, je sais pas, 8 plus 5, on a fait, énormément de choses qui sont arrivées. Impossible de pouvoir redistribuer. Par contre, je pouvais essayer de dire, bah oui, lorsque j'étais danseur, voilà ce que j'ai pu en sortir, voilà ce que ça m'a amené comme idée, comme concept, en fait. Et du coup, en repartant de ce spectre de mes expériences que j'ai pu avoir, bah, j'ai pu reconstruire, ou en tout cas, essayer d'aller chercher ces connaissances-là. En fait, j'avais besoin d'avoir cette espèce de première ligne pour pouvoir aller tisser là-dessus. Donc oui, mais ça, c'est pas un sujet qui est nouveau. Il y a tout un travail sur, voilà, on part du principe que plus une personne a de la culture générale, parce qu'en fait, c'est à peu près ça, plus elle va arriver à un haut niveau d'éducation, et donc du coup, elle va pouvoir, alors c'est vrai sur un certain niveau, mais c'est pas vraiment la base. La base, c'est d'être capable de pouvoir générer des expériences, de pouvoir les autocritiquer, de pouvoir là-dessus, de savoir est-ce que finalement le résultat de mon expérience correspond à ce que je voulais faire, qu'est-ce que je dois modifier dans mon comportement pour pouvoir y arriver, et du coup d'avoir tout ce processus en fait d'auto-apprentissage, on peut dire, pour pouvoir construire ce spectre d'expérience, et de là en généraliser vers différentes formes de connaissances. Donc, pour qu'un collaborateur soit capable de comprendre le fonctionnement d'une équipe dans laquelle il arrive, qu'il soit capable de comprendre les méthodes de travail, les résultats que ça produit, il ne faut forcément pas tant qu'on lui explique quelque chose, mais il faut qu'on lui fasse vivre finalement une expérience. Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que quand je parlais tout à l'heure de l'hyperspécification du cerveau, en fait, faut vraiment penser qu'on a chacun un langage qui est unique. D'accord. Ça veut dire que ma façon de penser est complètement différente de la tienne et d'autres personnes. Okay. Donc ma logique, en fait, est juste la mienne, et à 99,9%, ça sera pas la tienne. Donc si je t'explique quelque chose de mon point de vue à moi, t'es pratiquement sûr que ça va pas comprendre.
Je te confirme qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Voilà, moi j'avais plein de choses que je comprends pas, c'est ce qui rend la vie excitante finalement. Et donc du coup le travail va être fait on peut essayer d'expliquer les choses au maximum. Donc déjà la première chose c'est pas d'expliquer les choses de son point de vue, mais c'est d'essayer de comprendre la personne en face de soi et d'expliquer les choses du point de vue de la personne. Si la personne aime le ski, tous les exemples qu'on va donner ça sera par rapport au ski, parce qu'on sait très bien qu'elle aura beaucoup plus d'affect particulier pour ça, elle sera plus enclin à comprendre. Mais le mieux effectivement c'est de construire un environnement expérimental en disant voilà ce que tu as comme ressources à disposition. L'objectif, c'est d'arriver à ça. Nous, on te propose cette méthodologie-là, expérimente, et s'il y a des choses plus optimales que tu as réussi à trouver, viens échanger avec moi, puis on verra comment on peut améliorer le process. C'est très intéressant parce que ça me fait penser au cas dans une entreprise. J'ai échangé avec un dirigeant il y a quelques temps, manager d'une collaboratrice qui dysfonctionnait complètement. Donc collaboratrice qui vient d'arriver, qui venait d'une autre structure, qui travaillait auparavant dans une bibliothèque. Donc en gros dans la bibliothèque, tu reçois les clients en tout cas les usagers, et quand un usager vient te demander un bouquin, tu traites immédiatement sa demande et tu mets en second temps ce que tu étais en train de faire, à savoir ranger les bouquins qui avaient été rapportés dans les rayons. Tu priorises tes tâches toujours avec d'abord l'usager et après entre guillemets le reste. Et cette personne-là, en fait, le manager n'avait pas du tout compris. Donc, dans les nouvelles activités qui étaient les siennes, la collaboratrice n'avait pas du tout la même notion de priorisation. Elle répondait, par exemple, au téléphone de manière systématique, en se disant, ma priorité, c'est effectivement l'usager. Mais ça, on ne lui avait jamais expliqué qu'en fait, le fait de prendre le téléphone n'était pas une tâche prioritaire et qu'il fallait d'abord qu'elle priorise d'autres tâches de fond qui étaient plus importantes pour l'organisation, et que justement, si elle répondait au téléphone, elle allait être interrompue dans ce qu'elle était en train de faire, elle allait perdre sa concentration et que du coup, par exemple, le travail, je sais pas moi, sur le budget ou sur je sais pas quelle autre activité, mais qui nécessitait de la concentration, allait être interrompue et que du coup, elle serait beaucoup moins efficace. Et en fait, la manager au départ se posait la question de mais comment ça se fait qu'elle continue à fonctionner comme ça alors qu'on lui dit de faire autrement? Et en fait, ce que la manager n'a pas compris, c'est que de son expérience passée, la collaboratrice avait ancré finalement de ce que tu me dis un certain nombre de réflexes. Elle avait vécu le fait qu'il fallait mettre en priorité des gens qu'elle avait en face d'elle, qui étaient finalement les usagers, et qu'elle avait transposé cette priorisation des tâches dans son nouveau job, alors que c'est pas du tout comme ça qu'il fallait le faire. Mais que personne lui a expliqué, que personne n'a essayé de comprendre comment est-ce que tu fonctionnais hier, comment est-ce que ça fonctionne chez nous aujourd'hui. Donc finalement, de manière assez concrète, ce que tu es en train de décrire, c'est que on n'a pas considéré ce qu'était son expérience passée, on n'a pas suffisamment découpé sa manière de gérer les choses, et on lui a pas suffisamment expliqué comment est-ce qu'il fallait qu'elle réorganise les choses et de lui donner le temps finalement de le faire. C'est ça, mettre en place ce qu'on appelle un processus de transformation, c'est-à-dire prendre en compte ce qu'elle était avant, puisqu'elle a ses réflexes, et des réflexes, en plus, et ça va être corrélé aussi au temps dont on a travaillé dans l'ancienne organisation. Si la personne a travaillé 15 ans, voilà, exactement. Si la personne a travaillé 1 an dans une ancienne organisation, on peut dire que voilà, allez, je vais dire un truc n'importe comment, mais on va dire en 1 mois, elle a changé sa façon de faire. D'accord. Si elle a travaillé 15 ans dans une organisation, ça veut dire que là, sa routine est ancrée dans les bas-fonds de son comportement. D'accord. Et que ça met 6 mois, 7 mois, 8 mois pour qu'elle puisse intégrer, en fait, les nouvelles façons de faire. Donc, il faut corréler aussi les périodes, en fait, qui ont été mises en place. C'est comme on dit, en fait, le cerveau se renforce avec le temps. C'est-à-dire que on dit souvent que les vieilles personnes donc avant, ce trait de personnalité était un peu diminué, mais là, plus la personne vieillit, plus ce trait de personnalité, il est vraiment renforcé. En fait, c'est logique. On a des boucles de renforcement qui se font, et en fait, plus on a ces fameuses autoroutes dont je parlais, ces autoroutes, c'est comme en fait des centres de gravité. Ça veut dire qu'en fait, comme elles sont tellement grosses, elles vont attirer l'électricité. Et donc, plus elles attirent l'électricité, plus en fait cette route va grossir. C'est un système de renforcement qui va se mettre en place, ce qui fait qu'on a des mécaniques, des réflexes qui se renforcent avec le temps. Et donc, plus c'est renforcé, plus c'est compliqué à inhiber et à défaire. Pour être sûr d'avoir compris, le cerveau, tu dis, c'est comme un réseau routier ou comme un réseau électrique, c'est des petites routes et des grosses routes. Quand tu dois créer une nouvelle routine ou une nouvelle habitude, tu es en train de créer finalement une nouvelle route, une nouvelle connexion entre deux routes existantes. Ouais. Tu crées une espèce de déviation. Mais du coup, l'effort que ça demande au cerveau de créer effectivement cette route-là et de la renforcer, c'est comme si à côté, tu avais effectivement l'ancienne habitude qui était une grosse autoroute et qu'en fait, quand tu arrives, le cerveau finalement, je vais dire un truc qui est peut-être stupide, mais
il va, entre guillemets, au plus rapide ou au plus simple, si je comprends bien. Exactement. Il va prendre, s'il y a une autoroute et qu'il y a une petite route en construction qui a vocation à grandir, ben finalement, il va prendre mécaniquement l'autoroute. Donc, il va revenir sur l'ancien réflexe au lieu d'aller sur le nouveau réflexe. Tout à fait. Et c'est là où on arrive sur la question sensorielle dont tu parlais tout à l'heure. C'est pour ça que les environnements de travail sont hyper importants. C'est la façon, quand on est dans le conduit du changement et que vous voulez changer le comportement des personnes, la première chose à faire, c'est changer leur environnement de travail. D'accord. Parce qu'en fait, c'est l'environnement qui va changer les habitudes, puisque c'est avec l'environnement qu'on interagit. Donc, un comportement, en fait, la définition d'un comportement, c'est votre capacité à interagir à faire des actions envers un environnement, un environnement spécifique. Donc, par exemple, si je prends un exemple de cette personne qui répondait plus au téléphone que de ranger la bibliothèque, la question de savoir, c'est est-ce que le téléphone était proche des bibliothèques à ranger. Ok. Donc, si on veut à peu près diminuer ce comportement-là, bah du coup, on va séparer et éloigner en fait le téléphone de son truc de rangement, pour qu'elle puisse se focaliser et pas entendre le téléphone, qui va du coup, le fait d'entendre le téléphone va réactiver son ancienne routine qui va faire il faut absolument que je réponde au téléphone. Donc en fait, on peut restructurer l'environnement qui va permettre d'accompagner le changement de comportement. Donc, il faut vraiment que chaque manager retienne de ça que cette histoire d'autoroute et de petites routes, de comportement très ancré par rapport à un comportement nouveau, c'est que le collaborateur n'est pas forcément mais de mauvaise volonté, même s'il émet toute la bonne volonté du monde, il est attiré vers ses anciens réflexes de manière très mécanique. Et qu'il faut aller jusqu'à, si on veut rompre avec ses anciens réflexes, il faut aller jusqu'à transformer l'écosystème dans lequel il est, l'environnement dans lequel il est, pour l'aider justement à adopter de nouveaux réflexes. Le pire, par exemple, qui peut être un exemple, c'est que si on prend l'exemple de cette dame, c'est que on va se dire ah oui, très bien, bah du coup comme elle a l'habitude de travailler avec tel modèle de téléphone, avec telle sonnerie de téléphone, on va lui mettre le même pour que du coup elle puisse se sentir à l'aise. D'accord. Sauf que ce que ça va provoquer, c'est que comme du coup c'est le même téléphone avec la même sonnerie, bah ça a plus de chances de réactiver en fait cette ancienne routine que l'autre. Donc si on change le modèle de téléphone, le niveau de sonnerie ou quoi que ce soit, bah du coup elle va dire ah c'est un son différent, donc peut-être effectivement on va déclencher autre chose. Donc mécaniquement le fait que ce soit un téléphone différent ou une sonnerie différente, même si ça paraît anecdotique, mais du coup ça va pas déclencher la même zone et ça va commencer à aider le collaborateur à avoir un réflexe qui est différent. Exactement. Donc c'est vraiment les chiffres des environnements. C'est pour ça que changer de façon abrupte un environnement, c'est pour ça que quand les déménagements en fait sont un sujet très très stressant pour les collaborateurs. Quand on déménage d'un lieu A à un lieu B, c'est assez stressant parce que la personne sait qu'elle va perdre ses repères en fait, ses repères physiques en fait, sensoriels. Elle a plus. Donc c'est elle toujours les défend d'ailleurs pour avoir accompagné beaucoup de déménagements. Elle les défend. Oui, bien sûr. Oui. Moi je veux mon bureau, je veux mon comme ça, je défends mon territoire. Voilà. Donc, c'est tout le travail de transformation. C'est pour ça qu'avant de déménager, en fait, c'est de faire des micro-modifications dans l'environnement pour préparer le collaborateur à ce changement-là pour diminuer la résistance au changement qui sera de toute façon naturelle. Même une personne qui veut changer, il y aura toujours de la résistance au changement. Donc, du coup, c'est vraiment tout ce travail. Donc, on parle vraiment de transformation, en fait, pour pouvoir petit à petit changer le comportement. Ok, donc faut bien jouer sur les sens. Le sensoriel a quelque chose de très important dans le processus d'apprentissage. Et il faut jouer sur l'expérience au sens de, il faut pas juste expliquer à quelqu'un quelque chose, il faut l'amener à expérimenter les choses, faire le bilan de ce qu'il a essayé de faire, de voir ce qui a marché, ce qui a pas marché, de manière un peu continue dans une espèce de boucle. Et pour ça, entraîner finalement son cerveau. Et ça, effectivement, c'est plus long que de dire les choses. Exactement. Donc, faut prendre en compte ce temps nécessaire. Donc, si je suis dirigeant d'entreprise ou manager d'une équipe, il faut que je sache que ce temps de s'approprier des nouveaux réflexes va forcément prendre beaucoup de temps à la personne et lui consommer beaucoup d'énergie. Et de l'autre côté, s'il y a une personne, par exemple, on me dit oui, moi j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui est hyper opérationnel, hyper rapidement ou quoi que ce soit, parce que j'ai pas besoin de ni créativité ni quoi que ce soit, je veux pas modifier mon process, mais j'ai besoin de quelqu'un qui exécute très très rapidement. Ben là, pour le coup, on va commencer à sourcer des personnes qui travaillent dans des environnements similaires. Si par exemple une personne si l'entreprise est structurée sous SAP, bah du coup on va essayer de chercher des personnes qui ont déjà beaucoup travaillé sur SAP pour qu'une fois qu'ils arrivent en fait la période de montée en compétences soit hyper short pour pouvoir rapidement rentrer en compétences. Par contre, on ne pourra pas demander à cette personne-là, vu qu'on essaye de chercher quelqu'un qui est le plus proche de nous, on ne pourra pas lui demander demain d'être très à l'aise dans un processus de changement de l'organisation. Il faut savoir entre guillemets ce qu'on veut. D'où le fait de savoir qu'est-ce qu'on cherche comme individu, qu'est-ce qu'on veut, pourquoi est-ce que cette personne j'ai fait rentrer, quelle va être sa fonction, pour pouvoir aligner un processus de recrutement et choisir le bon profil aussi. D'accord.
Ok. L'autre élément dont je voudrais bien qu'on parle, là, c'est chemin faisant, ça m'amène vers justement comment est-ce que tu sors de ton cadre. Mais parfois, j'échange beaucoup avec des dirigeants sur les processus de prise de décision, sur comment est-ce que il peut y avoir du conflit qui se crée entre les uns et les autres. Souvent, on revient sur cette logique de biais finalement, de biais cognitif, qui dit qu'on est souvent enfermé dans son mode de raisonnement. Donc, ça paraît effectivement logique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, oui, voilà, comment fonctionnent entre guillemets ces biais-là et comment est-ce qu'ils nous enferment dans un mode de raisonnement qui nous empêche d'être complètement ouvert à ce qui se passe autour et parfois de prendre la bonne décision? Alors, plusieurs choses. Il y aura toujours des biais. Le principe d'une prise de décision, c'est qu'elle est rationnelle. Enfin, il y a jamais de prise de décision rationnelle, objective que vous pouvez avoir pour la raison suivante. Le cerveau est divisé en deux. Enfin, notre esprit est divisé en deux. Donc, les mécaniques dites inconscients. D'accord, ça c'est de l'automatisme pur. C'est 90% de ce qui se passe dans le cerveau. Souvent quand on dit, on n'utiliserait que 10% de notre cerveau et qu'ici on utilise plus, on se transforme en clé USB ou je sais pas quoi. C'est finalement non, on utilise 100% de notre cerveau. C'est juste que 90% des processus sont nichés dans un inconscient. 10% sont dans la fenêtre. Dans les 90%, il y a le fait de contrôler mon cœur, de contrôler mes poumons, etc. Tout ça, c'est la mécanique pour laquelle j'ai pas besoin de réfléchir. Voilà, exactement. Et même une mécanique de pensée, en fait. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous avez un stimulus qui rentre dans votre cerveau, là, on discute, mais en fait, il y a des milliards de stimulus qui rentrent. C'est juste l'attention, justement, on va en parler dans 5 secondes, qui permet de focaliser et d'éteindre, d'atténuer tout le bruit, en fait, qui existe, en fait, dans le cerveau. Sinon, on serait fou. Si on devait être conscient et porter une attention sur l'intégralité des stimuli qui arrivent, on n'arriverait pas à avancer ou quoi que ce soit. Donc 90% sont nichés dans cet inconscient. 10% qui sont énergivores, le cerveau c'est 25% de nos consommations caloriques par journée, et c'est pris par cette fenêtre qu'on appelle la conscience, ou plutôt moi je préfère le terme fenêtre attentionnelle, l'attention qu'on va porter aux choses. Comment ça se passe? En fait, les stimuli rentrent dans votre inconscient. D'accord? Là, il va y avoir une sorte de grosse guerre, une compétition, qu'on appelle spécification et sélection de la pensée, on peut dire ça comme ça. Donc, cette guerre, en fait, va sélectionner des courants de pensée. Ça va être un peu, oui, bon, alors, comment tu te sens aujourd'hui? Quelle est la tâche à faire? Là-dessus, il y a plein de paramètres qui vont faire en sorte que, automatiquement parlant, vous allez avoir sur votre table de travail, qu'on appelle le mémoire de travail, ou justement cette fameuse attention, différents, 5 ou 6 objets. Et là, du coup, on va commencer à avoir ces objets, on va commencer à réfléchir pour prendre une décision dite consciente, comparé aux décisions réflexes qui sont justement celles nichées dans l'inconscient. Donc on va dire oui, non, je sais pas, est-ce que je prends le violet, est-ce que je prends le rouge, oh là là, je sais pas. Ça c'est ce que le cerveau fait. Oui, ça c'est quand on pense qu'on prend une décision, c'est ça en fait. Sauf qu'on oublie de prendre en compte que ces 5 objets qui arrivent de différentes couleurs, elles sont arrivées de façon organique, de façon automatique. Et donc, dit automatique, du coup, elles ont été teintées de tous les biais, tous les affects, tous les expériences qu'on a, les routines qui en est. Donc, du coup, on a l'impression de prendre une décision objective, alors qu'on prend une décision sur des objets qui, eux, sont complètement subjectifs et irrationnels. Donc, lorsqu'on prend... Oui. Quand tu dis subjectif et irrationnel, ça veut dire qu'ils sont issus de notre passé. C'est-à-dire que face à une même décision, avec les mêmes informations objectives, entre guillemets, à disposition, 2 personnes différentes avec des histoires différentes vont pas sélectionner finalement les mêmes informations. Exactement, tout à fait. Donc du coup, on arrive sur ça. Donc on a beau réfléchir entre des heures, des mois, en disant non, c'est bon, là, je vais prendre une décision la plus rationnelle de ma vie. Ça y est, j'y ai réfléchi. Boum, je prends l'objet rouge. Donc, on pense que c'est complètement rationnel, alors qu'en fait, finalement, on travaille sur des objets qui sont irrationnels. Donc, la prise de décision en elle-même, elle est biaisée à la base. Donc tout est biaisé et donc du coup c'est normal. Maintenant la question c'est là où le rôle du collectif arrive, c'est-à-dire que finalement on va dire moi je décide le rouge, ah ben non mais toi tu peux pas décider le rouge parce que voilà telle ou telle raison, et donc du coup on va essayer de trouver un consortium de décisions qui vont être mis en place. Pour la question du conflit, en fait, le conflit est hyper important dans la prise de décision. S'il n'y a pas de conflit, si tout est fluide à chaque fois, en fait, il n'y a pas de remise en question de quoi que ce soit. Et donc, du coup, ça peut être un peu compliqué, justement, pour prendre des bonnes décisions. Donc, c'est là où, justement, on quitte l'individu, on rentre dans le collectif. C'est à l'échelle d'une organisation, une décision doit être prise collectivement. Maintenant, il y a la question de combien de personnes décident, combien de personnes se mettent d'accord. Mais
Le conflit, en fait, finalement, alors dans une conflit ou en tout cas le désaccord. Voilà, le désaccord. La confrontation d'avis divergents. Exactement, tout à fait. Oui. D'accord. Le conflit, ça peut être, on peut aller jusqu'à l'extrême, qui est effectivement la guerre, et jusqu'au non-conflit. Travailler dans un juste milieu, qui on est désaccord. Maintenant, la question, c'est de savoir, on est désaccord pourquoi est-ce qu'on nous sommes en désaccord. Donc c'est là où la question revient de faire comprendre une logique est hyper importante. C'est que la question d'être, je te fais comprendre quelque chose, ça veut pas dire que tu es d'accord. Juste, je te explique mon point de vue de pourquoi est-ce que moi je pense comme ça et pourquoi moi je ferais cette décision-là. Mon point de vue étant sur quoi je m'appuie pour me forger cette conviction ou pour aller dans cette direction en termes de prise de décision. Quelle est la logique, quelle est la relation de cause à effet qui m'amène à arriver à cette conclusion-là. Ok, en gros, ce que j'explique souvent à des managers, c'est quand tu veux autonomiser quelqu'un, il faut que tu lui expliques sur un sujet, typiquement quand tu vas lui déléguer un client, il faut bien que tu lui expliques comment est-ce que toi tu prends tes décisions vis-à-vis de ce client-là, sur quelle expérience passée tu t'appuies, quels indicateurs tu vas mobiliser. Donc c'est effectivement important de faire cet exercice-là, pas pour l'imposer à l'autre, mais pour bien expliquer à l'autre comment est-ce que moi je prends ma décision. Parce que à la fin, quand tu délègues quelque chose, souvent, tu vas venir interroger comment est-ce qu'un collaborateur à qui tu as délégué les choses a pris sa décision. Parfois, tu vas considérer qu'il a pris une mauvaise décision juste parce qu'il n'a pas été dans le même schéma que toi. Donc, il y a un travail d'explicitation de comment est-ce que moi je décide, comment est-ce que toi tu décides, qu'est-ce que tu prends comme élément en considération pour prendre ta décision ou pour comprendre ce problème-là. Il faut avoir un échange aussi ouvert que ça, en fait. Ouais, exactement. Une fois que tout le monde s'est compris, encore une fois, comprendre et pas dire qu'on est d'accord, bah là, effectivement, il y a non, moi je ferai pas comme ça parce que là, et c'est là où il y a ce qu'on appelle une décision dite intégrative qui va se mettre en place, et que finalement c'est pas toi ou moi qui vont avoir raison, mais en fait on va créer une décision mosaïque, un transfuge en fait qui est de certains éléments de toi et de certains éléments de moi en fait pour créer la solution qui convient à tout le monde. Ok. Donc c'est le travail. Après voilà, il y a toujours encore une fois un facteur de volume et de masse de personnes qui vont parfois changer les différents types de mécaniques. Donc finalement, si je résume ce que je comprends de ce que tu dis, je prends quelques précautions oratoires, c'est que le meilleur outil pour lutter contre les biais, c'est l'autre en réalité. Exactement. C'est la confrontation à l'autre et au collectif pour se dire, voilà comment je pense, mais comment est-ce que toi tu penses, et peut-être que ma manière de penser, elle peut être améliorée par ta propre pensée. Partant du principe que, comme on a tous quand même des biais, du coup la décision va être elle-même biaisée, mais non du coup pas par un individu, mais par le collectif. Mais du coup, elle sera au moins plus facilement acquise et prise en compte. Mais tout à fait. Ok. Tu as fait une transition parfaite. Merci infiniment. Sur l'intelligence collective, où du coup on comprend qu'effectivement le groupe est important. Donc je crois qu'on a un peu vu comment est-ce qu'une personne pensait, comment est-ce qu'elle construisait ses expériences, on vient de le voir. Maintenant il y a peut-être quelque chose autour de comment est-ce que le groupe finalement va fonctionner, et souvent on échange sur des notions d'intelligence collective, et j'aimerais bien voir, mais ça veut dire quoi intelligence collective en réalité ? Alors intelligence collective, c'est quelque chose qui est pareil, c'est quelque chose qui est inné. Vous mettez deux personnes là, on fait une intelligence collective. C'est voilà, on est une intelligence collective, c'est magnifique. Et à partir du moment où vous avez deux personnes, enfin deux entités, elles commencent à se créer une famille, c'est une intelligence collective. Lorsque vous êtes avec des potes et vous dites où est-ce qu'on va aller manger ce soir, là vous commencez à créer une intelligence collective. C'est juste des personnes qui se réunissent, qui partagent vers un objectif particulier. Donc vous mettez des personnes dans une même salle, en fait déjà il y a une intelligence collective. La question c'est est-ce qu'elle est performante, est-ce qu'elle est efficace, est-ce qu'elle n'est pas mauvaise en fait. Donc c'est là en fait où tout le travail va se mettre en place. Ok, donc faut pas mélanger intelligence avec qualité de la décision ou qualité du processus. Exactement. Ouais. D'accord. Même une équipe qui est défaillante, il y a une intelligence collective. Elle est pas performante certes, mais elle est quand même là-dessus. Maintenant la question c'est de savoir comment est-ce qu'on la rend performante. Et là, c'est pareil que pour le cerveau. En fait, c'est des personnes, comme on a dit que ça prenait du temps de faire comprendre les expériences, d'échanger, de pouvoir créer En fait, c'est le temps que vous allez mettre et vous allez la base, c'est combien d'expériences les personnes ont partagé. Pour deux personnes qui vont partager, par exemple, vous savez quand vous avez un meilleur pote ou une meilleure pote, et à des moments où vous n'avez plus besoin de parler avec cette personne. Parce que vous avez tellement partagé d'expériences ensemble que finalement ça devient naturel. Vous savez comment elle pense, il ou elle sait comment vous pensez, et donc du coup vous savez que fais ça, mais je sais ce que tu vas faire s'il va faire ça. Enfin là-dessus. Et ça c'est fait parce que vous avez 10, 15, 20, 30, 40 ans, 50 ans en fait, vous avez partagé des expériences, donc du coup vous allez permettre à connaître cette personne-là et créer une intelligence collective efficace. En fait c'est ça, c'est le temps qu'il faut pour que l'équipe puisse partager une expérience. Vous pouvez pas demander à une équipe qui vient juste de se former il y a 2 jours d'être aussi efficace qu'une équipe qui bosse ensemble depuis 4, 5, 6 ou 7 ans et qui vont boire des verres à côté.
Ok, si je me mets dans la position du manager intermédiaire ou du dirigeant, je peux commencer à désespérer en me disant mais s'il faut 15 ans pour atteindre une forme d'intelligence collective performante, un peu automatique, Alors après, je désespère. toute la définition est dessus. Sauve-nous. Ne nous dis pas ça comme ça. Quels sont les accélérateurs ou les bonnes pratiques de la création de cette intelligence collective performante pour le coup? Ouais, bah c'est justement ça, c'est mes sujets, c'est le management des expériences et des connaissances. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait en sorte finalement que l'équipe fonctionne comme un cerveau? C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau va partager les différentes zones du cerveau, les différentes aires primaires, ce que vous voulez. En fait, partage un même système d'information. C'est ce qui rend la machine super puissante. Donc là, la question, c'est finalement, comme je dis, les logiques sont dans la tête de chacun, les connaissances, enfin les savoirs sont dans la tête de chacun, et comment est-ce qu'on optimise ce partage de connaissances et cette collaborativité, cette coopération en fait pour pouvoir livrer ce qu'on a à livrer dans les temps impartis qui sont à mettre en place. Et là, aujourd'hui, mais c'est plus des hypothèses parce que c'est mes sujets de recherche, mais c'est d'instaurer justement cette mécanique de gestion des connaissances dans le système d'information. C'est-à-dire qu'on va parler du système d'hyperdocuments. Donc, les hyperdocuments, c'est comme une page web, en fait. C'est des informations d'hypertextes, en fait, qui sont liées les uns comme les autres. On va essayer de mettre en place un système de gestion des expériences. On va mettre un système de gestion de la donnée. Ça veut dire quoi, un système de gestion des expériences? Bon, clairement, on va faire du design de process. On va savoir comment est-ce que tout le monde travaille, une expérience, c'est un process. Je fais une action A, une action B, une action C. D'accord. Donc, on va mettre en place dans le système pour pouvoir bien comprendre les actions de chacun, ou en tout cas, plus généralement pas de chacun, mais des différents métiers qu'il y a en place pour qu'on sache, ok, vous faites ça à ce moment-là, c'est là où moi j'interviens. Ok, très bien. On va essayer de donner du sens, en fait, à tout ça. Chaque équipe, une équipe, en fait, c'est comme dans une usine. C'est une équipe a une fonction. Elle doit traiter l'information à un moment T pour pouvoir livrer quelque chose. Elle a des ressources qui viennent d'une autre équipe et elle doit l'envoyer à une destination. Donc, elle a un temps imparti. Donc, c'est déjà que l'équipe doit comprendre pourquoi est-ce qu'elle fait ça, en fait, là-dessus, et pourquoi est-ce qu'il faut qu'elle bosse ensemble pour pouvoir arriver. Si on demande de faire quelque chose en 5 minutes, ben, pour 5 minutes, j'ai besoin d'une personne qui fasse ça en une personne qui fasse ça en 2, et ainsi de suite. Si c'est une seule personne, ça prendra pas 5 minutes, ça prendra 3 à 4 heures. Donc, aussi, c'est tout ce travail, en fait, de compréhension. Une équipe doit comprendre son sens, une équipe doit comprendre sa fonction pour savoir ce qu'elle doit faire. Et derrière, le système de partage d'expérience, ça veut dire que voilà, dès que je finis de faire une tâche, ben l'information elle est directement disponible à la personne qui va prendre la suite pour gagner en temps. Enfin voilà, il y a tout ce travail là de mettre en place dans le système d'information. C'est pour ça que j'ai un chercheur, Manuel Zaklad, qui parle de la différence entre esprit et cerveau. Tu as dit Manuel Zaklad, qui travaille donc sur la différence entre esprit et cerveau. On a discuté ensemble et du coup, c'est assez rigolo. Le cerveau étant la mécanique pure et l'esprit étant ce qui est généré en fait de cette mécanique pure. Et donc c'est là qu'on parle d'esprit social sur le fonctionnement d'une équipe, mais le cerveau social en fait serait intégré dans ce système d'information assez particulier. Donc qu'est-ce qu'on met en place pour justement optimiser cette intelligence collective? Donc, en gros, si j'essaye de traduire ça opérationnellement parlant, ça veut dire que à l'intérieur de l'équipe, il faut régulièrement s'interroger. J'imagine, on peut pas le faire de manière continue et toutes les 12 minutes 30 dès qu'on a fini quelque chose, mais s'interroger sur, au-delà de pourquoi on le fait, qui relève entre guillemets de la stratégie, mais comment est-ce qu'on s'organise pour faire les choses et est-ce que finalement, cette manière de fonctionner, ce process de production, est-ce que finalement c'est le bon ou est-ce qu'on pourrait intervertir des activités qui feraient que c'est peut-être meilleur? Donc, il y a un travail de s'interroger régulièrement sur notre manière de produire ensemble. C'est pas du temps entre guillemets perdu parce que ça oblige les gens à expliciter ce qu'ils font au quotidien, pourquoi ils le font et pourquoi est-ce que je séquence ces activités comme ça plutôt que comme ça, qu'est-ce que j'y gagne, pourquoi est-ce que je le fais, etc. Ouais, exactement. Ça, c'est la première étape, de bien s'interroger en équipe régulièrement sur pourquoi est-ce qu'on fait les choses et pourquoi est-ce qu'on les fait dans ce sens-là. Ça, c'est première étape. Et deuxième étape, comme on est souvent connecté avec d'autres gens à côté, c'est de bien expliquer à toutes nos parties prenantes, donc les gens qui nous apportent de l'information dont on a besoin en amont ou ceux à qui on livre quelque chose en aval dans notre organisation, c'est de leur dire pourquoi est-ce qu'on fonctionne comme ça, quelles sont nos contraintes et nos modes de fonctionnement et d'avoir cet échange avec finalement l'ensemble de nos parties prenantes de manière régulière. Exactement. Donc là, on arrive sur un système fractalien, c'est-à-dire qu'on a un individu au sein d'une équipe, d'une dimension particulière, au sein de différentes unités. Et donc là, on construit une organisation. Enfin, voilà, ça c'est comment est-ce que les tâches sont organisées en fait dans le temps, dans lequel chacun connaît son sens, sa fonction, et comment est-ce que du coup l'information va circuler. Parce qu'en fait finalement une organisation, je vais dire un truc, c'est pas bien. Vas-y, je peux te dire. Vas-y.
On parle souvent des entreprises centrées sur l'humain. D'accord? Mais en fait, c'est... moi, j'ai des clients qui disent ça et qui y croient beaucoup. Mais en fait, oui. Mais en fait, une organisation n'est pas centrée sur l'humain, elle est centrée sur l'information. Et après, c'est les humains qui vont forger cette information à travers le temps. Donc, la chose la plus importante, c'est de connaître le circuit de l'information au sein de l'organisation. Souvent, c'est la première étape quand on fait une réorganisation ou quand on crée une entreprise. C'est d'où vient cette information, où est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qui doit être fait à tel moment pour pouvoir avoir des ressources transformées vers ce livrable. Et dans un second temps, on va dire, OK, cette tâche, elle consiste en, je sais pas, concevoir un logo. Donc, du coup, pour concevoir un logo, je vais chercher une personne qui est capable de concevoir un logo. Et donc, du coup, le travail de l'acteur et le travail de l'humain vient dans un second temps. C'est ça que moi, j'aime bien dire que l'entreprise est centré sur l'information, l'organisation sur l'information. Et après, effectivement, il va avoir ce côté d'acteur humain qui va être arrivé en second temps, dans lequel, effectivement, c'est différent. Mais le vrai acteur d'une organisation, c'est l'information. Donc, savoir où est-ce qu'elle passe et qui doit faire quoi, à quel moment, pour que, du coup, ça ait du sens pour tout le monde et que tout le monde puisse bien se coordonner, est quelque chose d'hyper important. Et c'est ce qui se passe dans le cerveau, en fait, finalement. OK. Mais du coup, souvent, quand on met plusieurs personnes ensemble, dans un groupe, donc ça peut être dans une équipe, ils peuvent avoir des intérêts contradictoires, des manières de penser qui sont différentes, qui fait que de l'intelligence collective, donc en tout cas de la coopération collective, ne produit pas toujours du bon résultat. Parfois, ça tire dans des directions qui sont différentes, où les gens ne se sont effectivement pas compris. Comment est-ce qu'on résout ce truc-là? Alors déjà, il y a deux choses. C'est l'ego ne doit pas prévaloir sur l'écho. Ce que je viens de dire ça, c'est-à-dire que du coup, l'individu, une fois qu'il est intégré dans une équipe, du coup, ce qui est important, c'est l'unité. Donc, c'est l'intelligence collective. C'est la personne morale qui est créée. Donc, l'équipe a une forme d'identité. L'ego ne doit pas prévaloir sur l'écho. Sur l'écosystème dans lequel on doit être. C'est quand on rentre dans une organisation. Oui, donc ça ne veut pas dire, parce qu'on pourrait le traduire en l'humain ne doit pas prévaloir sur l'économie. C'est pas du tout ça le sens. Non, le sens, c'est l'individu ne doit pas. Pardon. Voilà. Excusez-moi. Ah oui, tu as dit. Mais, du coup, l'individu ne doit pas prévaloir sur le groupe. C'est ça? C'est ça. Okay. C'est-à-dire qu'une fois, et là, on arrive sur tout ce que tu disais sur la prise de décision, sur le consensus ou quoi que ce soit, c'est que une personne peut apporter son point de vue. Si l'équipe a décidé d'un certain fonctionnement, le top, c'est que la personne dit « Ok, d'accord, très bien. » Maintenant, l'équipe doit prendre en compte les différents... Encore une fois, quand je te dis la décision qui est prise, le mode de fonction est mosaïque. C'est pas ta façon de faire ou la mienne. C'est pas une compétition qu'il y a. Si on va créer ensemble quelque chose. Donc, chacun devrait pouvoir se trouver dans la solution qui émerge au fur et à mesure. Donc ça, c'est le job du manager étant bien, du coup, de permettre à chacun de s'exprimer et de réguler finalement ces échanges entre les uns et les autres pour que personne ne prenne le dessus, que finalement, si je schématisais, mais que c'est pas celui qui parle le plus fort, entre guillemets, qui l'emporte. Exactement. Ce qui n'est pas évident dans une équipe de réguler ça. C'est la chose la plus complexe à faire. Ok. Donc c'est vraiment cette première chose. Et après, il faut accepter que si ça ne fonctionne pas, d'accord, ça fonctionne pas et donc du coup il doit y avoir une réorganisation qui doit être mise en place. C'est-à-dire qu'en fait, on va redispatcher les ressources dans d'autres pour faire en sorte que l'équipe fonctionne. Voilà, encore une fois, l'idée c'est que cette fonction qui est représentée par cette équipe-là, c'est un peu dur ce que je fais parce que je suis un peu plus en mode mécanistique, mais cette fonction doit avoir un certain niveau de performance, pas forcément un certain niveau parce que la performance dépend de... Performance ne veut pas forcément dire performance économique, ça peut être qualité de service, ça etc. dépend de ce ce qu'on met derrière. Mais du coup, voilà, si ça fonctionne pas et s'il y a justement, il y a une gestion humaine qui est compliquée, du coup, on réorganise, on dispatche un peu les ressources pour essayer de trouver un certain niveau correct pour pouvoir performer. Encore une fois, la partie ça dépend quel niveau de manager on met en place, mais qu'on fasse une méthode A ou une méthode B ou une méthode C pour arriver à un résultat attendu, quand on est sur une trade au niveau hiérarchique, on s'en fiche en fait, ce qui est important là-dessus. Donc, par contre, l'équipe doit se mettre d'accord sur soit on fait la méthode A, la méthode B, la méthode C, parce que du coup, voilà, et peut-être que la méthode C, avec le temps, va se transformer en méthode B, parce que, encore une fois, il y a un nouveau collaborateur qui est arrivé, on a un peu modifié ou quoi que ce soit, et finalement, de faire la méthode B, c'est ce qui est le plus optimal pour nous. Donc, il faut accepter ça. Et le plus dur, c'est lâcher son ego. Donc pour dire finalement ok, très bien, bon, c'est pas il y a un peu moins d'idées que j'ai apportées qui est mis en place, ça a l'air de fonctionner, on fait là-dessus, puis s'il y a un nouvel outil qui arrive ou quoi que ce soit, on pourra optimiser au fur et à mesure. Mais c'est vraiment ce travail-là. Ok.
Ouais. Donc, non mais compliqué pour un manager quand même de se dire comment est-ce que j'articule tout ça et que à la fois je tiens compte de l'intelligence de chacun des individus de mon collectif. Comment est-ce que je régule la parole entre les uns et les autres pour justement arriver à une solution où en réalité ce que tu décris c'est que l'équipe décide finalement elle-même de c'est quoi la meilleure manière de s'organiser. Donc ça retire une partie entre guillemets de pouvoir au manager, ça lui donne une grosse responsabilité pour dire vers qu'est-ce qu'on doit atteindre comme nature de résultat, vers le cadre entre guillemets et le pourquoi ou voilà où on va et de laisser l'équipe s'organiser pour trouver la meilleure méthode qui n'est pas toujours la bonne, qui peut ne pas produire de résultats, donc d'être aussi capable de s'interroger sur notre manière de produire pour la revoir entre guillemets au fil du temps. Pour des managers opérationnels qui sont effectivement très pris dans leur quotidien, qui ont eux-mêmes du delivery ou de la production à réaliser, ça nécessite du temps, ça nécessite de laisser aussi la capacité à l'équipe de se tromper, la capacité d'échanger, de se réguler entre eux, ça nécessite du temps, beaucoup d'énergie quand même. Oui, mais c'est pour ça que, alors effectivement, c'est pas le manager qui décide, entre guillemets, mais une fois que le consensus est arrivé, il est garant de maintenir cette méthodologie-là. C'est-à-dire que s'il y a effectivement une déviance qui est mise en place, non les gars, on s'est mis d'accord sur ça, même si c'est une expérimentation qu'on a décidé que c'était pendant 6 mois, on a les bons indicateurs ou quoi que ce soit, et on en rediscute dans 6 mois s'il y a des trucs à changer là-dessus. Donc il devient garant de cette méthodologie-là. Mais c'est pour ça qu'effectivement, le management en lui-même, c'est un vrai métier qui n'est pas c'est une expertise, mais c'est pas une expertise métier. C'est pour ça qu'on a toujours ce réflexe de dire, t'es un super mécanicien, donc tu vas devenir manager des mécaniciens. Non, c'est parce que t'es un super mécanicien que tu vas être un bon manager, parce qu'il y a tellement de choses, on devient chef d'orchestre, en fait, d'humain. Le cerveau, le comportement humain est quelque chose qui est très complexe. Déjà, faut acquérir les mécaniques. C'est pour ça que des managers expérimentés, voilà, qui ont cette sensibilité particulière, c'est quelque chose qui est assez. Quand on est avec un vrai bon manager, c'est extraordinaire. Même pour notre collaborateur, on arrive, on sent waouh, c'est super chouette d'avoir quelqu'un comme ça en tant que support qui dit, c'est hyper. Donc c'est vraiment c'est un métier en soi qui demande des approches et des compétences particulières. On va venir sur le sujet de l'intelligence artificielle parce que ça m'intéresse, mais avant de basculer là-dedans, donc sur la place de l'individu et la place de la machine, je pense que tu as un avis ou en tout cas des choses à nous dire sur comment est-ce que les outils digitaux peuvent freiner ou accélérer finalement cette intelligence collective ou cette capacité à se comprendre. Parce que depuis qu'on discute, je me dis, tant qu'on est ensemble dans la même pièce, le truc fonctionne bien, mais quand on est via un Teams ou qu'on est les uns en télétravail, etc., comment est-ce qu'on arrive à mobiliser ce collectif-là au travers d'interactions digitales ? Est-ce que le truc marche finalement ou est-ce qu'on n'y perd pas quelque chose ? Alors, la fonction de base d'un système d'information, c'est accélérer. De base, c'est d'accélérer le système d'information. Je reprends un exemple dans le cerveau. Dans le cerveau, vous avez deux corps de cellules. On parle tout le temps du neurone, ok ? Mais en fait, il n'y a pas que ça. Tout un corps de cellules qu'on appelle la glie, en fait, les cellules gliales dans le système nerveux central, donc entre vos oreilles, souvent ce qu'on appelle les astrocytes. C'est deux modes de communication différentes. Longtemps, on a pensé que les astrocytes servaient pas à grand chose à part apporter de la nourriture aux neurones. Mais si vous avez un neurone qui est situé en bas à gauche du cerveau et un neurone qui est situé en haut à droite du cerveau, il faut qu'ils communiquent. La façon naturelle d'un neurone pour communiquer, c'est comme le téléphone. C'est ce qu'on appelle une communication hyper spécifique. Je vais appeler spécifiquement ce neurone et le message, en fait, lui, va aller directement à ce neurone-là. Et du coup, on a cette chaîne. Donc, ça fonctionne, mais finalement, c'est pas si rapide que ça. Quand je dis pas si rapide que ça, à l'échelle du cerveau, à l'échelle de notre vie à nous, c'est hyper rapide, mais à l'échelle du cerveau, c'est pas si rapide de ça. A été greffé dessus une seconde. Alors, c'est un peu comme si quelqu'un a été greffé là-dessus. Enfin, l'évolution a mis en place un second système qui est plus proche de la radio. On va délivrer le message d'une façon non spécifique, en fait. Une fois que l'astrocyte récupère le message, en fait, si ça va se répandre dans le système, comme ça, de façon... Certains vont prendre le message et d'autres pas. Et là, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a le cerveau qui est en bas, le neurone qui est en bas à gauche, qui émet une information, ça va être capté par un astrocyte qui va être un peu plus loin et qui va envoyer le message. Et surtout, ce message va être reçu en avance, comme s'il avait eu un peu un trailer, en fait, un spoiler alert du neurone qui est en haut à droite et qui va dire attention, il s'est passé là, il se peut que tu récupères cette information-là, prépare-toi.
Et une fois que le message arrive, bah du coup oui, le neurone est déjà préparé, voilà, préparé on va dire, et du coup il peut faire le message. Donc en fait on se rend compte que la GLI est intégrée dans énormément de fonctions cognitives, beaucoup plus la mémoire, le moteur ou quoi que ce soit, et qu'a cette fonction en fait d'accélérer le système et d'accélérer une communication hyper spécifique. Donc c'est pour ça que nous on c'est des neurones. Si on est en organisation, on prend nous on est des neurones dans une salle, je te parle à toi, le message il est juste à toi. D'accord. Mais par contre, si j'envoie un mail et que je mets d'autres personnes, bah là, du coup, on n'est plus sur une fonction de type astrocytaire, donc ça envoyé à plusieurs personnes. Donc, la fonction de base d'un système d'information est d'accélérer le système à une seule condition. C'est que le système est délivré à la bonne personne au bon moment pour qu'il puisse faire la bonne tâche. Sinon, c'est ce qu'on appelle une crise d'épilepsie. C'est-à-dire que tout le message est envoyé de façon non contrôlée dans le réseau. Et du coup, là, ça fige le système et ça rend complètement hypersonnel. Si on considère que ce que tu racontes, il y a une espèce d'image par rapport à j'ai une communication directe avec les uns ou je poste des messages sur un réseau ou un mail que j'envoie à 50 personnes, effectivement, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui disent qu'on n'est pas loin de l'embolie en termes de partage d'informations et que tout le monde, entre guillemets, joue ce jeu de je balance sur une espèce de radio très globale, j'ai pas de communication suffisamment spécifique, l'information se perd finalement ou n'est pas saisie, il y a une forme de déresponsabilisation des uns ou d'embolie foudroyante des autres. Et donc on appelle ça une épilepsie organisationnelle. C'est-à-dire qu'effectivement on fige le système parce qu'on a un trop gros usage en fait du système d'information. C'est ce qu'il y a quelques années on qualifiait par l'infobésité. Exactement. Tout à fait. On est obèse des informations qu'on reçoit. On balance parce que du coup on a la possibilité de deux et puis du coup il va récupérer l'information à un moment donné, sauf que la personne qui fait sa tâche, elle reçoit ça, elle fait genre qu'est-ce que je dois faire avec, je sais plus là-dessus. Quelle est l'hygiène qu'il doit y avoir derrière pour que ça fonctionne effectivement, qu'on ait des interactions efficaces au travers des outils digitaux? Déjà la base c'est quand on envoie un email. On se demande qui c'est qu'on met en copie, est-ce que c'est vraiment le bon moment, est-ce que j'envoie ça à moins N+1, moins N+2, est-ce qu'il a besoin d'avoir l'information, est-ce que quoi que ce soit, est-ce que c'est sur un pré-projet et finalement on est juste dans une phase de travail avec toi et il y a personne d'autre qui a besoin d'être au courant ou quoi que ce soit. Donc ça c'est se poser ces questions-là, donc créer les bons canaux qui est mis en place, avoir un bon système en fait ou de mise à disposition, c'est-à-dire qu'en gros l'information est là, c'est si tu as besoin d'aller le voir, sache qu'elle est à cet endroit et elle ne va pas bouger. Elle va pas changer magiquement de dossier, de sous-dossier ou quoi que ce soit et qui fait que quand je trouve pas l'information, du coup c'est là que je commence à stresser, à envoyer des informations à tout le monde pour savoir où est-ce qu'il est mon fichier, où est-ce qu'il a été déplacé. Donc une fois qu'une organisation de la connaissance a été mise en place, elle est à minima figée. Comme ça on sait tous où trouver l'information et si on a besoin d'y aller, on y va. Après il y a d'autres questions de gouvernance qui se mettent en place. Et ce qui a posé un grand problème, et là c'est plus un facteur de système d'information plus un système d'humain, c'est effectivement l'avenance du télétravail, qui fait que le système d'information permet finalement de connecter de façon immatérielle des personnes qui ne sont pas connectées d'un point de vue physique. Sauf que du coup, on a des informations sensorielles beaucoup moindres. C'est beaucoup plus compliqué pour les managers de mettre en place parce que du coup, est-ce qu'il travaille pas, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'il m'a pas envoyé, il est pas connecté sur Teams, est-ce que du coup il travaille vraiment là-dessus. Donc ça ajoute des questions sur la notion de confiance qui est mis en place et sur les bons canaux de diffusion de l'information pour pouvoir vraiment bien fonctionner. Si je reformule pour être sûr d'avoir compris, ça veut dire que plus j'ai des interactions digitalisées, plus j'ai intérêt à me mettre d'accord sur quel canal on utilise pour communiquer quelle information et à qui. De se dire typiquement, c'est quoi, entre guillemets, les règles qu'on se fixe de dire, est-ce que je mets des gens en copie? Oui, non. Qu'est-ce que je traite par mail? Qu'est-ce que je traite par téléphone? C'est des choses aussi, j'allais dire, entre guillemets, basiques que ça. Ouais. Mais en tout cas, plus il y a de l'interaction digitale, plus le manager doit vérifier que dans son équipe, tout le monde est au clair sur ce sujet-là. Et du coup, si je reviens au point qu'on vient de traiter avant, que tout le monde s'est bien mis d'accord ensemble sur le mode de fonctionnement. Exactement. Ce qu'on appelle, il faut qu'il y ait une cohérence, c'est ce qu'on appelle une hygiène organisationnelle, c'est que tous d'accord sur l'organisation qui est mise en place en termes de système d'information. Après, on peut parler aussi du fait que c'est important de se voir physiquement, quand même pour avoir, parce qu'il y a une accélération qui se fait quand on a l'intégralité des sens en fait qui sont activés plutôt que des informations dites appauvries, c'est-à-dire qu'on a juste des informations sur un écran et parfois un petit peu de son avec une posture un peu pas très top qui met pas dans une bonne posture, mais d'avoir tout ce travail-là, le 100% de télétravail fonctionne rarement. Aujourd'hui, c'est illusoire de faire du 100% présentiel. Faut trouver un bon équilibre entre guillemets, mais on revient encore sur la question d'organisation. Et l'équilibre étant moins une question de nombre de jours qu'une question de qu'est-ce qu'on a à faire ensemble au même endroit
Et derrière cette question-là, pour guider le manager, c'est de se dire à quel moment tu as besoin dans l'intelligence collective de mobiliser finalement du sensitif, justement. Ouais. De se dire à quel moment on a besoin pour que l'intelligence collective se mobilise, qu'on soit physiquement ensemble, qu'on puisse se voir, qu'on puisse constater le comportement de l'autre, les réactions de l'autre à ce qu'on est en train de dire, c'est ça? Ouais, et créer des expériences, parce que ça peut être même, on peut se voir, on peut se dire, ok, on est en télétravail, mais 2 fois par semaine, on va bouffer ensemble. Ok. On est sur des dynamiques de travail formel, certes, mais n'oublions pas qu'une équipe, c'est à un certain niveau, et je dis, là encore, je mets le curseur un peu à l'extrême, ça doit devenir une bande de potes. Ok. On doit avoir ce travail. C'est pour ça qu'une équipe qui se rencontre en dehors du travail pour aller boire des verres ou quoi que ce soit est souvent un bon signe de culture managériale. Ça veut dire qu'en fait, l'environnement est bien mis en place, que les gens aiment tellement bosser ensemble, où ils ont créé des liens en fait que finalement ils se voient en dehors du travail. Et donc du coup, ce qui fait une personne reste ou part dans l'entreprise, donc ça c'est plus là-dedans. C'est pas parce qu'elle est en accord. Alors oui, un certain facteur sur effectivement les valeurs de l'entreprise ou quoi que ce soit, mais en fait elle reste parce qu'en fait elle aime bien bosser ou elle aime pas bosser avec son équipe. C'est ce qu'il va faire là-dessus. Donc pouvoir créer cette culture là qui est mise en place. Alors oui, à prendre en compte dans les temps présentiels. Donc temps présentiels sont faits, voilà, on peut l'imaginer pour faire de la créativité, pour bosser ensemble, pour aller boire un café là-dessus derrière, mais ça peut être aussi parfois des temps en présentiel qui peuvent être autres et qui permettent de partager le spectre des expériences. Pour que je distingue ce qui relève de la vision entre guillemets scientifique de la conviction personnelle, c'est dire, en tout cas, toi tu dis, donc dans la vision scientifique professionnelle, c'est dire l'équipe a besoin de ces moments-là pour justement créer de la sensitivité qui fait que ça va être une expérience commune et qu'on va finalement pas juste mieux se connaître et apprécier d'être ensemble, mais que du coup ça va être plus fluide dans les processus de décision, dans le partage des avis. C'est ça? Bah oui, parce que oui, mais même pour ce qu'on revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que si tu sais, dans le personnel avec une personne, tu vas discuter, tu as appris qu'elle a un décès dans sa famille. D'accord, on t'a appris comme ça parce que vous avez bu un verre et puis c'est pas quelque chose qu'elle veut parler justement dans l'entreprise ou quoi que ce soit là. Rien que cet élément-là, en fait, te fait comprendre peut-être une baisse de niveau de performance, peut-être une absence un peu à certains moments, quoi que ce soit, et qui permet et donc d'avoir cette espèce de mécanique entre les deux environnements permet parfois d'avoir des éléments qui permettent parce que on a beau dire oui, alors ça c'est ma vie professionnelle, ça c'est ma vie perso. Oui. Mais dans le cerveau, il n'y a pas de séparation entre les deux. Je comprends. C'est l'un affecte l'autre et vice-versa, de toute façon. Donc, du coup, d'avoir un peu les deux éléments permet de mieux comprendre le comportement, les expériences des personnes pour pouvoir mieux l'accompagner au sein de l'organisation. En tout cas, ce que les managers qui nous écoutent ont intérêt à retenir, c'est dire, est-ce que tu as mis en place les bons capteurs, quelle que soit leur forme en tout cas, les bons capteurs pour savoir comment les uns et les autres vont et dans quel état d'esprit ils sont à un instant T. C'est ça. Ok, donc en tout cas la question du manager, c'est est-ce que tu as les bons capteurs et comment est-ce que tu vérifies que c'est exactement. bon. Est-ce que tu as la capacité d'observer et comment est-ce que tu gères cette dynamique qui est fluctuante. Une équipe, c'est comme faire en sorte que ton collaborateur soit tout le temps content, ça n'existe pas. Le cerveau fonctionne sur une notion de contraste. T'es content parce que t'es pas content à des moments. Ok. Donc du coup, faut accepter cette fluctuation. Faut pas qu'elle soit énorme parce que c'est là où ça crée une sorte de bipolarité en fait du système. Mais c'est normal que au bout d'un moment ton équipe aille bien, après elle est pas bien là-dessus. Donc il faut être capable de pouvoir avoir les bons outils, déjà capter cette dynamique-là, avoir les bons outils pour remonter le moral là-dessus ou pour un peu, quand tu parles, une unique personne ou une équipe qui a un peu une surconfiance en elle, c'est pas top non plus. Ok. Et le lien que tu fais vraiment avec le cerveau, la capacité d'apprentissage, c'est bien de dire la sensitivité joue. Donc du coup, en fonction de mon contexte moral, ma capacité, la plasticité de mon cerveau est pas tout à fait la même et ma capacité du coup, à être performant ou en tout cas à changer mes comportements, à être davantage ouvert au fonctionnement des autres, aux réactions des autres, et pas la même en fonction de mon état moral du moment. C'est ça? Exactement. Tout à fait. Ok. Ouais. Ça super va teinter, clair. C'est ce qui fait partie des 90% dont je parlais. Ça va changer la sélection justement de la pensée en fait, l'inhiber ou quoi que ce soit. Tous les facteurs qui vont influencer dans ta prise de décision et donc du coup dans tes actions dans la vie de tous les jours. Super. Merci infiniment Guillaume. Ce que je retiens de tout ça, c'est de dire
chacun a des manières de penser très différentes et il faut vraiment comprendre, y compris dans le passé de l'individu, quand un nouveau collaborateur arrive, quels sont ses réflexes, comment est-ce qu'il a fonctionné par le passé, et de vraiment partir du principe qu'il est de bonne volonté et qu'il va chercher à progresser, mais qu'il a dans son cerveau des autoroutes qui font que face à une situation A, il va prendre telle autoroute et il va avoir un acte réflexe, alors que nous, on essaye de construire une déviation pour qu'il fonctionne autrement, parce que dans notre équipe, ça fonctionne autrement. Donc ça, c'est la première précaution du manager à l'échelle individuelle, de bien comprendre quels sont les réflexes de l'individu qu'on a en face de nous, comment est-ce qu'il s'est construit, de bien se dire que pour évoluer, il faut créer de l'expérience, et que si on ne crée pas des expériences et qu'on ne fait pas des choses avec les collaborateurs, qu'on reste juste dans j'explique, je dis les choses, ça ne suffira pas. On est raccord là-dessus? Magnifiquement résumé, je ne peux pas plus faire, mais continue, je t'écoute. Et sur la dimension collective, c'est de dire il faut que l'équipe, elle, se responsabilise sur comment est-ce qu'on va faire. Le manager doit effectivement bien expliquer où est-ce qu'on va, donne du sens, mais que c'est l'équipe qui doit réussir à se mettre d'accord sur quel est notre process de travail, notre mode de fonctionnement, et que pour ça, il faut leur créer du temps, leur donner des moments où ils peuvent partager leurs avis parce qu'ils sont différents, et que c'est important, pas forcément d'avoir de conflits, mais en tout cas d'avoir de la confrontation. S'il y a, comme le dirait Lencioni, parce qu'on l'a vu dans plusieurs épisodes auparavant, s'il y a une espèce de trop grande bienveillance, finalement, les avis divergents ne vont pas s'exprimer, et que du coup, on va pas tirer parti du bénéfice des avis différents, et on risque de prendre des mauvaises décisions ou d'avoir une mauvaise organisation. Ouais. Ok, donc bien créer ce contexte-là de confrontation sans qu'il y ait de conflit, ce qui n'est pas évident, et de responsabiliser l'équipe sur la manière de s'organiser. Ouais. Ok. Magnifique. Très clair. Super. Eh ben, il y a du boulot pour les uns pour les autres. Merci infiniment, Guillaume de ce temps. Merci à toi. C'était super enrichissant. Il y a des moments, c'était compliqué. Il y avait vraiment du concept. Donc, c'est un épisode qui a nécessité beaucoup de concentration pour moi. Mais en tout cas, merci infiniment. C'était hyper enrichissant. Non, c'était super. Et je pense que les managers en ressortent avec des éléments concrets. Merci infiniment. Avec grand plaisir. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Salut Yannick. Ciao. Merci d'avoir écouté et visionné ce podcast. S'il vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner. Et vous pouvez également mettre une note 5 étoiles sur votre plateforme favorite. Si vous rencontrez vous aussi une situation managériale sur laquelle vous souhaitez un regard nouveau, n'hésitez pas à me laisser un message sur LinkedIn ou sur Instagram, et j'aurai le plaisir de vous recevoir dans les mêmes conditions dans le podcast pour l'analyser ensemble et le partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.